Bonjour. Prendre la parole en toute fin de ce colloque, qui plus est parmi les sages, n'est pas chose aisée. Je n'ai ni l'érudition, ni l'expertise scientifique du professeur Harkoun pour faire des recommandations. Avoir vécu à ses côtés, l'avoir accompagné dans ses voyages, assister à ses conférences partout dans le monde, avoir tout partagé avec lui pendant les 15 dernières années de sa vie, m'autorise cependant à formuler quelques observations qui n'engagent que moi. La première est la présence de femmes de qualité et de compétences indéniables à cette manifestation, ce qui ne peut que nous réjouir. Me reviennent en tête, à ce propos, ces exhortations aux musulmanes pour investir le champ de l'islamologie et de l'étude du Coran afin d'être en capacité de défendre leurs droits pied à pied face aux hommes et prendre ainsi leur destin en main. Il semble qu'il ait été bien plus entendu en Tunisie qu'ailleurs. Espérons que le combat qu'elles ont engagé pour l'égalité dans l'héritage sera fructueux et servira d'exemple au reste du monde musulman. L'émancipation de la femme était d'une importance capitale à ses yeux. Elle a été le sujet de sa première conférence en Kabylie en 1954, juste après son agrégation en arabe. Il a également consacré à cette cause des chapitres dans différents ouvrages, dans le dernier en date. La deuxième est que les travaux de ces nouveaux auteurs que nous avons découverts, qui appartiennent aux deux rives de la Méditerranée, devraient être encouragés et diffusés ici et là-bas. Les enregistrements de rencontres telles que celle-ci et de tant d'autres devraient absolument être mis en ligne gratuitement pour être accessibles au grand public qui a une grande soif de connaissances libératrices de cette nature. La troisième, hélas navrante, et que, comme du vivant de mon mari, peu de ces intellectuels qui prônent un islam ouvert sont invités à prendre la parole sur les plateaux de télévision, sauf à cette brève émission Islam, le dimanche à 8h45, à un moment d'écoute pratiquement nul. Les médias, à cet égard, ont une grande responsabilité et un énorme rôle à jouer comme vecteur d'information et de sensibilisation. La société civile devrait absolument s'engager dans la lutte contre les effets dévastateurs d'Internet et des chaînes satellitaires financées par les pétrodollars. Et pourquoi pas, on en a parlé, investir dans une chaîne culturelle pédagogique à l'usage de toutes les religions, tout catéchisme exclu. Voilà ce qu'écrivait le professeur Harkoun au sujet des médias. On sait comment les médias substituent aussi le primat du divertissement populaire à l'effort qu'exige la lecture fructueuse d'études vite rejetées en raison de leur ennuyeuse technicité. Transformer en mélodrame populaire les événements les plus lourds de signification pour une conscience civique et historique mondiale, annuler le temps de la réflexion et de la connaissance critique par celui des occupations ludiques, n'ont pas seulement pour effet de rendre jetable la pensée et la culture les plus libératrices. Nous savons tous désormais que l'empire des médias
contribue dangereusement à la perversion de ces valeurs démocratiques qui fondent par ailleurs la légitimité des guerres récurrentes. Je ferme les guillemets. Dans le droit fil de ces constatations, je ne puis m'empêcher de penser à toutes ces interventions, ici et ailleurs, dans les multiples colloques, séminaires, conférences autour de l'islam et du dialogue interreligieux sous l'égide de l'UNESCO, dont il a été un des piliers pendant plusieurs décennies. Il avait toujours répondu présent aux invitations à diverses manifestations partout dans le monde. Je me souviens en particulier qu'en 2003, alors que nous étions à New York, où il était invité à donner un cycle de cours de 3 mois, il fit un aller-retour de 24 heures pour la conférence inaugurale du colloque organisé ici même sur le thème « Pour une éducation de qualité ». Qu'en est-il advenu? Avec toutes ces conférences et celles qu'il a données aux 4 coins de la planète, il y aurait de quoi emplir une médiathèque. Hélas, que de résolutions importantes, prises lors de ces multiples rencontres avec ses confrères, sont restées cantonnées dans les hauts lieux du savoir et du pouvoir, les palais, les amphithéâtres, les cathédrales, les monastères, sans jamais vraiment en sortir et encore moins être diffusées, comme il y appelait inlassablement. Elles gisent, pour sûr, dans des tiroirs où on n'ira probablement jamais les chercher. Énorme gâchis, que de temps perdu, que d'efforts fournis pour rien ou presque. Formation des imams, enseignement du fait religieux, création d'un institut d'études comparées des religions, diplomatie préventive, tronc éducatif commun pour l'ensemble du pourtour méditerranéen, création d'universités euro-méditerranéennes, diplomatie préventive et j'en passe, sont les thèmes qu'il a été le premier à proposer aux responsables des différents gouvernements, mais restés lettre morte à ce jour. Je me souviens également qu'en 2004, un certain Hakim El-Karoui, alors au cabinet de M. Raffarin, nous avait rendu visite à Casablanca pour solliciter ses conseils sur l'avenir de l'islam en France. Il lui prépara avec soin une proposition écrite détaillée de sa vision des choses. M. El-Karoui ne donna plus jamais signe de vie. Ainsi, 15 années ont peut-être été perdues pour son projet. En cet espace où le nom d'Arkoun a été évoqué à plusieurs reprises, mais pas assez à mon goût, et où sa voix résonne encore à mes oreilles, je voudrais lui rendre hommage. Hommage à son érudition, à son humanisme, à sa détermination à mener un combat inégal contre l'ignorance institutionnalisée depuis le début des années 80. Tout ceci malgré l'adversité et les coups portés, aussi bien par les musulmans que par l'Occident. Presque 4 décennies ont été perdues depuis le moment où il avait commencé à alerter les chefs d'État et la société civile français sur le désastre inqualifiable qu'il pressentait et que nous sommes, hélas, en train de vivre aujourd'hui. Les concepts qu'il a eu tant de peine à forger et qui l'ont rendu célèbre à l'échelle internationale commencent à peine à être vraiment compris et enseignés. Malgré leur présence sur la place publique depuis si longtemps, de plus en plus nombreux sont ceux qui me rapportent ce que j'avais déjà relevé, à savoir que certains intellectuels les reprennent à leur propre compte sans jamais le citer, tandis que d'autres récitent carrément des passages de ses livres, en particulier Humanisme et Islam. Dans n'importe lequel de ces ouvrages, près de 20% du contenu est réservé aux références, de la
plus à la moins importante, fût-elle un simple article de presse. Il en faisait de même dans ses conférences. C'est l'éthique intellectuelle à laquelle il se pliait et appelait de tous ses vœux, mais hélas, de moins en moins respectée. J'ai trouvé la formule de M. Tariq Oubrou, avec qui j'en parlais hier, très adéquate. J'ouvre les guillemets, on se sent vraiment dépossédé de ses biens. Je referme les guillemets. Le professeur Harkoun a été un pionnier dans le domaine de l'islamologie qu'il a défriché et enrichi à l'aune des sciences humaines et des diverses disciplines découvertes au fil des années et de ses multiples recherches. Il en a fait son concept phare, l'islamologie appliquée. En ce sens, il restera un intellectuel visionnaire de référence dont les travaux multidisciplinaires, mondialement reconnus par ses pairs, devraient être sérieusement enseignés. Cela nécessitera certainement des années, mais il faudra s'y atteler pour que les générations présentes et futures en tirent profit comme il le souhaitait. Il fondait beaucoup d'espoir sur l'Europe pour ce faire. Il l'exprimait ainsi dans son livre « La construction humaine de l'islam ». J'ouvre les guillemets. Pourquoi l'Europe? Parce que je désespère des pays musulmans. Même dans les moins confessionnels, on augmente l'influence non plus seulement des oulémas, mais des marabouts. Près de 60% de la population dans le monde arabe est analphabète. Qu'est-ce qu'on peut leur demander? Il y a trop d'ignorance institutionnalisée et on ne peut pas lutter contre les institutions ignorantes. Je ferme les guillemets. À ma petite échelle et avec mes modestes moyens, j'ai créé en 2012 la Fondation Harkoun pour la paix entre les cultures et lancé son site la même année. Entièrement gratuit, ce vecteur culturel a forcé les frontières de pays où ces livres étaient peu ou pas diffusés du tout. Il a permis à des dizaines de milliers d'internautes d'écouter, y compris quelques-uns de ses cours à la Sorbonne à la fin des années 70-80, et de visionner des conférences délivrées tout au plus devant 200 à 300 personnes. C'est ma plus grande satisfaction. C'est à travers ce canal que beaucoup d'Algériens l'ont découvert et commencent à l'étudier. Des dizaines de thèses lui ont été consacrées depuis sa disparition, dont l'une a remporté le prix Mohamed Harkoun, édition 2016. Pour le reste, l'Institut ismaélien de Londres, de son ami le prince Karim Aga Khan, à qui j'ai confié toutes ses correspondances, notes manuscrites et autres, m'a informé juste avant ma venue que l'archivage touchait à sa fin après 3 ans de travail et que le site des archives du professeur Harkoun sera bientôt opérationnel. Il sera relié à celui de la Fondation, ce qui constituera un véritable centre de documentation à la disposition des chercheurs du monde entier. Pour compléter le tableau, j'en suis aujourd'hui à la publication du 4e ouvrage posthume intitulé « Quand l'islam s'éveillera », qui sera présenté le 9 mai prochain à l'Institut du monde arabe. De son ordinateur, d'autres volumes sortiront encore pour enrichir davantage le vaste patrimoine qu'il nous a légué. Suivra alors la réédition de 4 livres épuisés depuis des années qu'il n'a pas eu le temps de remanier, mais que ses lecteurs me réclament depuis son départ. Mohamed Harkoun et moi n'étions pas engagés uniquement pour le pire et le meilleur, mais pour toujours.
C'est ainsi que jusqu'au moment de le rejoindre, je m'attacherai à honorer cet engagement. J'espère que j'aurai, excusez-moi, j'espère que j'aurai d'ici là le temps de finir le livre que j'ai commencé sur notre vie. J'y rétablirai également la vérité en réponse aux mensonges et aux élucubrations de certains. Je terminerai par une de ces citations en relation avec le thème qui nous a réunis. Malheureusement, la pensée islamique actuelle reste trop engluée dans les nécessités du combat politique et économique, donc trop éloignée encore de l'indispensable retour critique sur ses propres présupposés. C'est pourquoi nous formulons le vœu que tous les chercheurs, musulmans et non musulmans, conjuguent leurs efforts pour imposer les droits d'une pensée libérée et libératrice. Je vous remercie.